Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Express Orient. Au programme cette semaine, l'arrestation en Iran de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah. Paris demande des explications à Téhéran. Il livre une analyse implacable de l'impuissance occidentale face à la guerre en Syrie. Michel Duclos, diplomate, ancien ambassadeur à Damas et auteur de La longue nuit syrienne, est notre invité. En Égypte, la danse orientale menacée par le conservatisme religieux. Les danseuses du ventre sont de moins en moins nombreuses et de plus en plus remplacées par des étrangères. En pleine négociation déjà tendue sur l'accord nucléaire iranien, Téhéran a confirmé l'arrestation de Fariba Adelkhah. Cette universitaire franco-iranienne serait détenue depuis plus d'un mois dans la tristement célèbre prison d'Evin. Le président Emmanuel Macron se dit très préoccupé et appelle à faire toute la lumière sur cette arrestation. Axel Simon. Ces interventions aussi dans la région. C'est elle, Fariba Adelkhah, l'anthropologue franco-iranienne dont la France est sans nouvelles. Lundi, le ministère des Affaires étrangères français a confirmé son arrestation en Iran sans pouvoir en préciser ni la date ni les raisons. Chercheuse au Centre de recherche internationale de Sciences Po à Paris et à Columbia University, Fariba Adelkhah, 60 ans, est l'auteur de nombreuses publications sur l'Iran et l'Afghanistan et collabore à plusieurs revues scientifiques. Pour ses recherches, elle se rend régulièrement en Iran où elle dispose d'un appartement à Téhéran. C'est là qu'elle aurait été arrêtée, d'après plusieurs médias en persan basés à l'étranger. Le ministère des Affaires étrangères a réclamé un accès consulaire à sa ressortissante et n'a reçu aucune réponse satisfaisante à ce jour. Depuis la Serbie, où il est en voyage officiel, Emmanuel Macron a indiqué avoir demandé des clarifications au président Rouhani. J'attends les retours et les clarifications sur ce sujet, mais il est évident que la France protège ses ressortissants et y est extrêmement attachée. Des revendications compliquées par la double nationalité de la chercheuse, car Téhéran considère que Fariba Adelkhah est uniquement iranienne et n'a pas de compte diplomatique à rendre à la France. Un porte-parole du gouvernement iranien a indiqué avoir été informé de cette arrestation, sans plus de précision. Cela fait désormais plus de 8 ans que la Syrie est ravagée par la guerre, une guerre civile qui fait aujourd'hui le jeu de puissances extérieures, notamment russes et iraniennes. Le régime de Bachar al-Assad et son allié russe ont intensifié depuis fin avril leurs bombardements sur la province d'Idleb. Les combats se poursuivent dans cette province aux mains de factions rebelles et djihadistes, un conflit face auquel la diplomatie occidentale semble avoir échoué. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Michel Duclos, ambassadeur en Syrie de 2006 à 2009, aujourd'hui conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Michel Duclos, vous venez de publier La longue nuit syrienne. Pour vous, cette tragédie syrienne, plus de 370 000 morts et 13 millions de déplacés, est-elle le symbole de l'incapacité de l'Occident à agir ? Oui, c'est le symbole de l'incapacité et peut-être plus encore de l'absence de volonté d'agir de la part des Occidentaux, parce que le malheur des Syriens, c'est que le soulèvement est intervenu à un moment où les Occidentaux étaient las de toute intervention extérieure, alors qu'au contraire, les Russes et les Iraniens étaient dans une phase d'expansion. Donc, il n'y a pas eu de vraie volonté d'essayer de régler en profondeur la crise syrienne. Mais l'Occident n'a-t-il pas pu ou n'a-t-il pas voulu faire tomber Bachar al-Assad ? Je crois que c'est les deux, c'est-à-dire que l'Occident n'a pas pris, de toute façon, comme je viens de l'indiquer, n'avait pas la volonté de beaucoup s'engager. Mais en plus, les Occidentaux n'ont pas pris conscience sur le moment des enjeux en cause. Ils ont pensé que c'était une crise périphérique qui se résoudrait plus ou moins bien, mais dont en tous les cas l'impact ne serait pas considérable. Alors inversement, au contraire, ce que montre ce livre, c'est que l'impact du conflit syrien pour les Européens, pour la région, pour les droits de l'homme, pour les valeurs fondamentales, pour la protection des populations, cet impact était au contraire immense. Et vous qui avez croisé Bachar al-Assad à de nombreuses reprises, comment le décrivez-vous ? C'est un homme d'une très grande duplicité. Quand on le fréquente, on voit qu'il cherche à plaire. Les interlocuteurs étrangers qu'il rencontrait, même les hommes d'État, étaient en général favorablement impressionnés. Mais ensuite, jamais il ne mettait en œuvre ce qu'il avait dit. Derrière cette façade de duplicité, il y a
un chef traditionnel, très lié à son clan, héritier d'un système de pouvoir. Vous parlez aussi de lui comme un criminel de masse. Et donc, c'était déjà un criminel endurci auparavant, mais lorsque le moment de vérité est venu, où il fallait tirer sur son peuple ou pas, il n'a pas hésité. Il a recouru d'emblée à la plus extrême violence. Et aujourd'hui, comment voyez-vous l'avenir de la Syrie et des Syriens ? Je crois que les Syriens sont dans le plus grand des malheurs, bien sûr. Une bonne partie d'entre eux sont déplacés. Il y a eu au moins 500 000 morts. La société est profondément affectée. En même temps, peut-être que si de ce très grand malheur, un bien peut être tiré, on voit mieux maintenant le vrai visage des Syriens, qui est un peuple aimable, très cultivé, avec beaucoup d'élite, qui n'a rien à voir ni avec la brutalité du régime, ni avec les extrémistes islamistes qui ont malheureusement kidnappé la révolution. Merci Michel Duclos d'avoir répondu à nos questions. La Turquie, 3 ans après le coup d'État manqué du 15 juillet, ce jour-là, les autorités n'avaient mis que quelques heures à écraser le soulèvement. Mais les purges qui ont suivi, elles, durent depuis 3 ans et ne semblent pas prêtes de s'arrêter. Des centaines de milliers de fonctionnaires ont été limogés et de nombreux Turcs ont fui leur pays. Voyez ce reportage de nos correspondants Ludovic de Foucault, Shona Bhattacharya et Hussein Assad. Il y a 3 ans, ces dates étaient ici, sur le pont du Bosphore. Là où, dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016, soldats et civils se sont fait face. À son entrée, côté asiatique, se dresse désormais un musée, à côté d'un mémorial. Les noms des 250 martyrs sont inscrits ici. Et là, un verset du Coran nous rappelle que ces gens ne sont pas morts, car ils sont avec Dieu. Depuis 3 ans, le gouvernement purge l'État turc de tous les éléments qu'il estime liés, de près ou de loin, à la confrérie de Fethullah Gülen, cet imam aujourd'hui exilé aux États-Unis qui fut un temps le plus proche allié de Recep Tayyip Erdogan. Il y a eu des décrets-lois après le coup d'État qui ont permis le limogeage massif, on va dire, à la fois des militaires, mais aussi des instituteurs. Il y a une mort un petit peu sociale, on va dire, de la personne et de ses proches, qui ne peuvent d'ailleurs pas être recrutés ou difficilement même dans le secteur privé. De nombreux Turcs ont bravé la loi pour fuir le pays. Ceux qui assument leur lien avec le réseau guleniste vivent cachés. Cette femme, qui refuse de dévoiler son identité, a accepté de nous parler quelque part en Europe de l'Ouest. Je ne voulais pas aller en prison avec mes enfants, alors j'ai dû fuir. Là-bas, on vivait avec la certitude qu'on allait être arrêté, sans savoir quand. Il y a plein de pays où ils ont retrouvé des gens recherchés et les ont renvoyés en Turquie. C'est pour ça que j'ai peur du gouvernement turc. Depuis le putsch manqué, la Turquie a décroché un triste record, celui du pays avec le plus de journalistes emprisonnés au monde, une situation qu'Aïché regrette. Oui, c'était une tentative de coup d'État et on y est tous défavorables, quels que soient les responsables. Mais ça s'est transformé en autre chose. Le 15 juillet est devenu une excuse pour réduire les gens au silence. 3 ans après, ces Turcs que le putsch manqué a menés à l'exil sont encore loin de pouvoir rentrer chez eux. Sur les rives du Nil, elles ont fait pendant plusieurs siècles la réputation des Nuits du Caire. Les danseuses orientales font partie de l'identité de la ville, mais leur art est aujourd'hui mis en péril par le retour du rigorisme religieux. En quelques années, le nombre de danseuses du ventre en Égypte est passé de plusieurs milliers à quelques dizaines seulement. Reportage signé Éric de la Varenne et Claire Williot. Dans un hôtel chic de la capitale, Amy Sultan enchaîne les pas de danse et les déhanchés. La jeune femme est aujourd'hui l'une des danseuses les plus en vogue en Égypte. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop parler. Donc à la place, je danse. Danser pour les gens, c'est une expérience très spéciale, surtout pour les Égyptiens ou les Arabes.
car ils ont cette connexion très particulière à la musique. La danse orientale est pourtant menacée. Les danseuses du ventre, qui étaient encore des milliers il y a quelques années, ne sont plus que quelques dizaines. Ce jour-là, Amy a rendez-vous chez son couturier. Elle supervise avec soin la confection de chacun de ses costumes, car le moindre écart peut coûter cher. Nous avons des règles. Porter un short sous le costume ou couvrir certaines parties du corps, bien sûr. Il y a des lois qui font que vous pouvez être arrêté ou payer une amende si vous ne portez pas un costume approprié. Cette danseuse égyptienne en a fait les frais. Pour ce clip, jugé trop provoquant, elle a été condamnée à 6 mois de prison. Menacée par les autorités, la danse du ventre souffre aussi d'un manque de popularité. En Égypte, depuis 2013, une morale rigoriste s'est substituée aux élans révolutionnaires du printemps arabe. Au nom des bonnes mœurs et à force de condamnation, les Égyptiennes ont fini par raccrocher et laissent peu à peu la place à des danseuses étrangères. Tous les ans, Randa Kamel organise un festival pour ses apprenties danseuses venues du monde entier. Des Chinoises, des Sud-Américaines, des Russes et même une Française. Objectif : perpétuer la tradition de cet art, aujourd'hui menacé, mais surtout faire évoluer les mentalités pour combattre ce nouveau rigorisme. J'ai envie de montrer au monde entier ce que la danse orientale signifie, sa technique, son atmosphère. Mon rêve, c'est de changer cette réputation. Mon rêve, c'est de dire aux gens que c'est du travail, de l'art, et que nous sommes des gens respectables. Un pari compliqué. D'ici là, il faudra compter sur les danseuses étrangères pour continuer à faire vivre les Nuits du Caire. C'est ainsi que s'achève Express Orient. Merci d'avoir été avec nous. Restez sur France 24, l'information continue. « 50% de nos financements ont un effet positif sur le climat. » C'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que les gens sortent de la pauvreté. Donc rien que ça, c'est une excellente nouvelle. On est rentré dans un autre monde. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer. Prenons-en acte et commençons à discuter. L'invité de l'écho, présenté par Ali Laïdi, à regarder sur France 24 et france24.com.